BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club BFM Crypto, chaque jour aux alentours de 16h30. Quel potentiel dans cet univers crypto? On vous décrit aussi ses mutations, sa montée en puissance, ses convulsions également. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est le franc-parler qui domine sur BFM Business, et y compris quand on parle crypto. Grégory Raymond vient de nous rejoindre. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale, le nouveau média crypto. Depuis quelques mois maintenant, ça fait quoi? On a fêté 3 mois, je crois. Bon anniversaire. Merci alors. beaucoup. Yorick de Montbine vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Yorick. Bonjour Guillaume. Bienvenue, conseiller référendaire à la Cour des comptes et auteur de Bitcoin, Totem et Tabou, auteur également de Comprendre le Lightning Network. Et on va essayer de comprendre aussi le potentiel des cryptos. Grâce à Joris Zana, bonjour, rebonjour Joris. Bonjour Guillaume. Joris, pourquoi Joris, on est ravi de vous retrouver, analyste marché pour dailyfx.com. On est toujours sous les 20 000 sur le Bitcoin, désespérément sous les 20 000. On est un peu plus de 19 000 là à l'instant Joris. Quel potentiel pour la suite d'après vous? Alors effectivement, on travaille toujours ce fameux support des, je dirais, 19 000, 20 000 dollars, à savoir les anciens plus hauts historiques atteints fin décembre 2017. Actuellement, on va pas se mentir, on est un peu toujours dans une zone de turbulence. On a un nettoyage des grands acteurs principalement, des vagues de licenciements. On est toujours ébranlé par les récents scandales aussi, avec Terra Luna et Celsius. Là, actuellement, maintenant, c'est le fonds spécialisé dans les cryptos 3AC qui est en liquidation judiciaire. Donc, une certaine fébrilité de la part du marché et qui a du mal à rebondir. Parallèlement, on a aussi un peu des marchés traditionnels qui sont un peu ébranlés avec le resserrement monétaire. Un secteur des cryptoactifs qui est corrélé justement à ce marché traditionnel, notamment au Nasdaq. Et donc, cette peur qu'on a un peu sur les marchés, ces inquiétudes notamment qu'on a dans le secteur des crypto-monnaies font que les investisseurs qui hésitent clairement à revenir sur le marché. Parallèlement, on a aussi des catalyseurs qui manquent à l'appel, notamment des catalyseurs haussiers, ce qui explique un peu le fait maintenant qu'on végète sur les 19 000, 20 000, qui pour moi est un pivot clé. Pour l'instant, on préserve ce support, c'est bien, mais casser des résistances, ce sera encore mieux. Donc là, la première petite résistance que je vois se situe aux alentours à la hausse maintenant des 21 900, 21 800 dollars. Donc ce sera un premier point intéressant à franchir pour libérer ce potentiel haussier. Ça reste, en tout cas, il est encore trop tôt vraiment pour parler de reprise haussière. Selon moi, il faudrait vraiment qu'on arrive à la hausse à franchir les 24 000 et la moyenne mobile 50. Et là, on pourrait parler vraiment d'un début de reprise haussière sur le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment les éléments clés à surveiller à la hausse. 21 900 et surtout 24 000 pour parler de reprise haussière sur le BTC, en tout cas de début de reprise haussière. Maintenant, à la baisse, deux gros niveaux que je surveille et qu'il ne faut pas exclure, c'est dans un premier temps le niveau des 17 000 dollars, où là, on pourrait quand même avoir une réaction positive du marché, et derrière, à moyen long terme, si finalement cette chute qui est quand même assez violente sur l'ensemble du secteur est amenée à perdurer, eh bien, c'est une cible aux alentours des 12 000, voire même 13 000 dollars, dans le sens où ça peut paraître brutal, assez violent, mais techniquement et fondamentalement, ce niveau est cohérent, dans le sens où techniquement, on a validé une figure de retournement de long terme qu'on appelle un double sommet sur les 69 000 dollars. Donc si on prend l'objectif de cette figure, ça nous ramène justement à ce niveau-là, vers les 13 000 dollars. Ensuite, fondamentalement, pour celles et ceux qui sont dans le Bitcoin depuis maintenant quelques années, en tout cas depuis sa création, c'est cyclique. On constate qu'on a des cycles, et que ce n'est pas la première fois, en tout cas, que le BTC perd plus de 70% de sa valeur. Actuellement, depuis les sommets à 69 000 dollars, je dirais qu'on perd aux alentours de 72%. Et dans l'histoire du BTC, on a déjà eu des drawdowns, justement, donc les plus fortes baisses dans l'histoire depuis les plus hauts historiques, des drawdowns allant jusqu'à 80-82%. C'était le cas en 2011, 2015 et 2017. Donc là, actuellement, on perd, comme je vous disais, à peu près 72%. Si on était amené à lâcher un peu comme on a dans ce fameux mode d'emploi du BTC, c'est 80%, ça nous ramènerait justement sur la zone des 12 000 dollars, qui, selon moi, est vraiment un niveau déjà technique clé important, mais qui coïncide justement avec les différents cycles
de l'histoire du BTC. Eh bien voilà quelques repères et quelques jalons pour ceux qui nous suivent régulièrement dans ce club BFM Crypto. Joris Zana, analyste marché pour dailyfx.com. Actuellement, Bitcoin toujours sous les 20 000 et l'Ether, 1090 $. Alors c'est dans ce contexte de chute récente des cryptos, de difficultés pour la plupart des principales cryptos à remonter la pente que certains n'hésitent pas à lancer leur propre coin. C'est le cas de la Centrafrique. Yorick, vous vouliez en parler. Malgré cette incroyable volatilité du moment sur les cryptos, le bad buzz du moment, la Centrafrique, qui a choisi d'ailleurs de faire du Bitcoin aussi sa monnaie légale, eh bien lance son propre coin, le Sango Coin. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? La stratégie des autorités est assez incompréhensible en fait. Ce que la Centrafrique est en train de nous préparer, c'est un bid et peut-être même un naufrage en fait. Surtout si on compare par rapport au Salvador, où dès le début il y avait une ligne claire, un cap, cours légal au Bitcoin, et puis depuis, le paquebot trace sa route. En Centrafrique, il y a quelques semaines, on annonce le cours légal au Bitcoin, et là, il y a quelques jours, hier, brusquement, changement de cap, bâbord tout, on fonce tête baissée vers le shitcoin d'État, la blockchain bullshit, les NFT, la tokenisation des actifs. Tout y passe, un vrai feu d'artifice, en grillant toutes les étapes sans avoir consolidé la première étape qui était déjà très périlleuse. Donc c'est assez inquiétant et d'autant plus qu'il y a une délégation d'experts francophones de niveau mondial qui est allée prêter assistance aux autorités et visiblement leurs conseils n'ont pas été suivis à ce stade. Ok, et ce shitcoin, comme vous dites, en tout cas ce coin centrafricain, le Sango Coin, c'est comme ça qu'il s'appelle, remplacerait le Bitcoin comme monnaie ? Non, il serait coexistant et donc c'est encore plus difficile à comprendre. Ouais. Moi, ça me fait penser au pétro, cette fameuse crypto d'État, la première crypto d'État qui avait été lancée par le Venezuela il y a à peu près 3 ans et qui en fait servait à lever des fonds pour le pays. C'était basé sur des réserves de pétrole dont on ne savait pas si elles étaient vraiment accessibles. Et bon, voilà, c'est parce que le pays n'arrivait plus à se financer auprès des acteurs internationaux et bon, à lancer cette initiative. Là, j'imagine que c'est un peu pareil. Bon, ça va pas participer à améliorer le buzz du moment, on verra, on va suivre tout ça très près, mais c'est une alerte que vous lancez, Yorick, sur ce coin centrafricain qui va donc à son tour voir le jour. Juste une question, est-ce que la Centrafrique a cette idée de coin pour aller relancer l'idée que son avenir est dans les cryptos, parce que parallèlement sur Bitcoin c'est compliqué, on est en période de retour de l'inflation, ça faisait des années qu'on n'avait plus vu d'inflation et on se disait en cas d'inflation, là le Bitcoin montrera ses vertus. On est dans une période d'inflation et le Bitcoin a quand même reculé. Est-ce que la Centrafrique peut se dire on va lancer notre coin parce que le Bitcoin est en train d'échouer ? Si c'est ça, c'est probablement pas le calcul le plus pertinent. Bitcoin reste un rempart contre l'inflation à moyen et à long terme. Pas à court terme, parce que ça n'a pas grand sens à court terme. Mais sur le moyen et long terme, c'est clair que ça reste une réserve de valeur. Pour vous, le Bitcoin reste une protection contre l'inflation, même s'il souffre en ce moment ? Oui, qu'est-ce qu'il faut pour être une protection contre l'inflation ? Il faut que l'objet soit rare et qu'il soit demandé. Le protocole Bitcoin assure la rareté. Aujourd'hui, le Bitcoin est demandé pour différents usages, mais sans doute pas assez. Mais il a la perspective de devenir de plus en plus demandé. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la proposition de valeur initiale du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est fondamentalement ? On peut comparer avec Facebook. À l'origine, Facebook, quand il a été créé, c'était un trombinoscope universitaire sur Internet. Oui, c'est vrai. Et on ne pouvait pas imaginer l'empire que c'est devenu. On ne pouvait pas imaginer non plus la crypto Libra qui a été proposée et qui a disparu par la suite. Et Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un protocole qui peut servir de fondation d'un nouveau système monétaire international et d'un Internet de la valeur. Les fondations sont là. S'il y a déjà des services qui se construisent sur ce protocole, il y a déjà des protocoles supplémentaires qui s'y ajoutent. Et donc, si l'évolution actuelle se poursuit, la demande pour le Bitcoin augmentera parce que détenir des Bitcoins ou des fractions de Bitcoin, ça sera détenir des droits d'usage du nouvel Internet de la valeur. Et ça peut prendre beaucoup de valeur économique. Oui, sauf que Bitcoin, par rapport à Ethereum, offre moins de capacité d'usage à ce stade. Est-ce qu'il est donc le mieux placé forcément justement pour formuler cette promesse que vous décrivez aujourd'hui ?
Il a moins d'usage en termes de sophistication et de programmabilité aujourd'hui, mais c'est assumé. C'est parce qu'il a fait le choix de la sécurité absolue. Privilégier la sécurité du protocole. Et Ethereum, sa création monétaire est infinie. Ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Donc ce Bitcoin est plus à même de lutter contre l'inflation. Oui, même s'il reste volatile, incroyablement volatile le Bitcoin. Oui, il est volatile, mais c'est sans doute une phase transitoire. Et en fait, on peut l'expliquer très logiquement. C'est-à-dire qu'une monnaie ne peut pas émerger à partir de rien, ex nihilo, et devenir une monnaie mondiale instantanément, sans inconvénient. Aujourd'hui, la masse monétaire du Bitcoin, c'est tout petit par rapport aux marchés financiers et monétaires mondiaux. C'est-à-dire que quelques gros acteurs, quelques milliardaires qui vendent ou qui achètent du Bitcoin ont un impact immédiat et massif sur le cours. Si on suppose que l'adoption du Bitcoin se poursuit et que la hausse du cours à long terme reprend, à ce moment-là, mécaniquement, le poids relatif de ces gros acteurs va diminuer. Le milliardaire qui fera des achats ou des ventes n'aura plus le même impact. Donc on peut imaginer qu'à long terme, la volatilité diminuera mécaniquement. Ok, l'équation marche seulement si l'adoption se poursuit. Vous pensez que forcément l'adoption de Bitcoin grandira? C'est la condition de tout ce que vous nous dites. Oui, c'est une condition, on ne peut pas en être certain. Mais il suffit d'extrapoler les tendances actuelles. La crise sur le cours actuel, elle ne vient pas des fondamentaux du Bitcoin. Elle vient de phénomènes annexes, notamment la crise de la confiance sur la DeFi. On se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient des Ponzi, qui étaient beaucoup moins décentralisées que ce qu'on pensait, beaucoup de comportements irresponsables et pas sains. Mais les fondamentaux du Bitcoin, ils sont toujours là et ils continuent de s'améliorer. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui pensent, et ils sont nombreux, que voilà, Bitcoin est en train de montrer avec la baisse récente ses fragilités et qu'il a échoué? Qu'est-ce que vous leur répondez, Yannick? Alors, je pense que c'est très naïf de critiquer Bitcoin parce qu'il n'aurait pas encore détrôné les autres monnaies mondiales aujourd'hui en seulement 13 ans d'existence. Il faut comprendre dans quel système monétaire on est aujourd'hui. C'est un système où la puissance publique en général a acquis un contrôle quasiment total sur la monnaie, à travers le cours légal, la réglementation des banques, la régulation du crédit bancaire, les politiques monétaires. Bon, ça s'est mis en place pendant des siècles, avec une accumulation, une accélération rapide au début des années 70, avec la décorrélation du dollar et de l'or. Et par ailleurs, dans ce système, la monnaie mondiale est celle de l'économie dominante. Enfin, la monnaie dominante dans le monde, elle est imposée par l'économie dominante, qui au passage a l'armée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on croit vraiment qu'une monnaie complètement conceptuellement différente, surgie à partir de rien, créée par un inconnu, aurait pu détrôner tout ce système en 13 ans? Il faut vraiment être très naïf pour penser ça. Oui. Donc ça prend forcément du temps. Oui. Ça prend du temps. Alors, ça pourrait prendre des générations. On peut renverser l'argument de la naïveté. Est-ce qu'il ne faut pas être naïf pour se dire que Bitcoin, aussi vertueux soit-il, parviendra à supplanter une monnaie derrière laquelle il y a une armée, derrière laquelle il y a toute une régulation, etc. etc. Est-ce qu'il ne faut pas aussi être naïf de ce point de vue-là pour y croire? Je pense que Bitcoin ne supplantera pas le dollar, mais va devenir une alternative de plus en plus forte. C'est plutôt ça. Il faut le voir comme ça, je pense. Alors ça, c'est un scénario, mais il y a un autre scénario qui est que le dollar se saborde lui-même. Et ça, c'est pas naïf de le penser. Quand on regarde l'histoire monétaire, les monnaies gérées n'importe comment finissent toujours par disparaître. Toujours. Et pour vous, il est géré n'importe comment, là, le dollar? Ah oui. Ça peut changer. Non, mais... Oui, il commence à être bien géré, à ce moment-là, ce sera une menace mortelle pour le Bitcoin. Mais c'est peu probable. Là, il y a un resserrement monétaire de la part de la Fed. Voilà, mais on va voir combien de temps il dure. Oui, c'est ça. Parce qu'en cas de récession, je pense qu'ils vont relâcher les rênes encore une fois. Ouais. Alors, les nouveaux bitcoins seront de plus en plus rares. On connaît le protocole, 21 millions, leur nombre est limité. On dit toujours que Bitcoin est déflationniste. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et s'il est déflationniste, est-ce que c'est pas aussi un problème? Moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt désinflationniste. Désinflationniste. Mais permettant une économie déflationniste. Il est désinflationniste parce qu'il a un côté inflationniste dans la mesure où il y a de plus en plus de bitcoins qui sont émis chaque jour, un certain nombre toutes les 10 minutes. Donc sa masse monétaire augmente, mais le rythme de création de bitcoin diminue dans le temps. C'est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc il est désinflationniste. Et il permettrait une économie déflationniste s'il était adopté universellement, parce que comme il est rare, relativement rare, on peut imaginer que s'il est de plus en plus demandé, les prix des biens et services nominaux libellés en Bitcoin diminueraient dans le temps. Puisque la valeur ce qui se passe depuis 13 ans, sur longue période. Ouais. Et donc, ça serait une économie déflationniste. Voilà.
Il faut souhaiter une économie déflationniste. Il y a quelques années, il y a à peine 2 ans d'ailleurs, tout le monde, avant la crise Covid, tout le monde disait « Mon Dieu, on est au bord de la déflation, c'est la cata, il faut absolument éviter une déflation parce que la déflation, c'est assez récessionniste et il est difficile de sortir d'une déflation. » Si le Bitcoin favorise une économie déflationniste, est-ce qu'il faut forcément s'en réjouir dans ce cas, Yorick? C'est un peu l'épouvantail, la déflation. Ça l'a été pendant longtemps. Maintenant, l'épouvantail, c'est l'inflation. En fait, on change d'épouvantail très vite. Mais la déflation, j'ai l'impression que c'est un peu comme les chasseurs, il y a la bonne et il y a la mauvaise. La bonne, c'est celle qui résulte en fait naturellement du capitalisme, c'est-à-dire de la concurrence et du progrès technologique, qui permet que les prix baissent au bénéfice des consommateurs. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui depuis des années dans le secteur de l'informatique, et tout le monde s'en réjouit. Et les gens ne reportent pas leurs achats, et les entreprises de ce secteur ne font pas moins de profit. Donc ça, c'est une déflation qui est saine et qui serait sans doute permise par le Bitcoin. Et puis il y a une déflation qui est mauvaise, qui est inquiétante, parce qu'elle est synonyme de crise, de chômage, de récession. Et là, les économistes ne sont pas d'accord entre eux sur l'interprétation de son origine, et notamment à la suite de la crise de 29. Il y a des économistes qui pensent que c'est un vice inhérent du capitalisme qui aboutirait à ça, et d'autres, notamment ce qu'on appelle l'école autrichienne, qui pensent que ce type de crise déflationniste provient de politiques monétaires inadaptées. Et ça, dans un régime Bitcoin, il n'y en aurait pas. Donc, en conclusion, on peut imaginer que une économie déflationniste permise par Bitcoin pourrait être saine. D'accord, comme le bon et le mauvais cholestérol. Il pourrait y avoir une forme de bonne déflation, celle de Bitcoin. Dernier mot, beaucoup de ceux qui investissent en Bitcoin le font parce qu'ils se disent que plus tard ce sera une alternative, à minima, comme le disait Grégory, une monnaie davantage démocratisée qu'aujourd'hui. Si ça devient une monnaie, on imagine qu'il sera plus stable. Est-ce que Bitcoin finira, d'après vous, en effet, par tenir cette promesse de stabilité un jour ? Alors là aussi, il y a plusieurs scénarios. Moi, je verrais bien un scénario où il finit par se stabiliser à la hausse. C'est-à-dire qu'il ne se stabilise pas à un niveau constant, c'est plutôt sa pente positive, légère, douce, qui devient stable. Et à ce moment-là, ce serait une solution à peu près idéale. Oui, ce serait un faux plat montant, voilà. Une forme de faux plat montant. Et un peu moins de montagne russe ? Parce que faux plat montant peut devenir descendant aussi. C'est ça qu'il faut imaginer si l'adoption se diffuse massivement. À ce moment-là, la volatilité diminuera mécaniquement. Et dans ce cas, ce sera un instrument d'investissement moins intéressant, moins spéculatif. Exactement. Et voilà. On est dans la phase spéculative, mais elle n'est sans doute pas tenable pour toujours. D'accord. Il ne peut pas être à la fois un bon investissement et une bonne monnaie. Il ne peut pas être les deux en même temps. On ne peut pas être les deux en même temps. Il ne peut pas être un instrument spéculatif intense et une monnaie stable. Bon, Grégory ? Je suis complètement d'accord avec Yorick. Effectivement, si l'adoption se poursuit, s'il y a de plus en plus d'acteurs, s'il y en a qui se mettent à vendre massivement, ils auront moins d'impact qu'aujourd'hui. Et inversement aussi. Donc c'est pour ça que ça sera plus stable, je pense. Alors on va parler des emplois aussi dans cet univers de la crypto. L'un des grands arguments d'ailleurs pour que la réglementation soit pas trop malveillante ou contraignante sur les cryptos, l'un des arguments c'est de dire non, nous contraignez pas trop parce qu'on crée quand même des emplois. On en crée, puis parfois on en détruit aussi. C'est le cas en ce moment dans l'univers crypto avec la baisse des cours, toutes ces polémiques, ces scandales, ces naufrages dans la DeFi. On en est où là, des plans sociaux et des destructions d'emplois ? Alors le dernier en date, ça n'a pas encore été officialisé, mais c'est Celsius, on l'attendait depuis un moment. Vous savez, les retraits sont bloqués pour les utilisateurs depuis 3 semaines sur cette plateforme américaine de lending. Donc devrait y avoir 150 postes supprimés, c'est à peu près 25% du staff total, des effectifs, donc c'est assez massif. Bon, finalement, c'est normal parce que l'entreprise est vraiment dans de sales draps, mais paradoxalement, ça pourrait plutôt être une bonne nouvelle parce que s'ils sont en train de licencier, d'alléger, ça veut dire qu'ils envisagent peut-être une porte de sortie. Oui. Et c'est pas les seuls. Non, c'est pas les seuls. Alors voilà, on va dire le podium des plus gros plans sociaux, alors la hiérarchie. Voilà. Alors le podium, on pourrait mettre en tête Coinbase, qui a licencié 1100 personnes. C'est vraiment massif, c'est 18% des effectifs. Et puis c'est une entreprise qui s'est introduite en bourse l'année dernière. Et son titre a perdu, je sais plus, 3 ou 4 fois sa valeur. C'est quand même énorme. Il y a BlockFi qui est en train de se faire racheter en ce moment par FTX, qui a perdu 850 personnes. Et il y a aussi, par exemple, Crypto
Crypto.com, dont on a un peu parlé ces derniers temps, qui a perdu 275 personnes et ça représente 5% de ses effectifs. Alors vous en parlez, Crypto.com lance un plan social et a parallèlement annoncé à ses clients plusieurs suppressions d'avantages, et ce depuis quelques semaines. C'est totalement lié au bear market, ces suppressions d'avantages proposées aux clients, totalement lié au bear market, ou le bear market n'est qu'un prétexte pour Crypto.com? Alors pour moi, c'est plutôt une étincelle, mais depuis pas mal de temps, Crypto.com, on se disait que ça n'allait pas pouvoir tenir encore très longtemps. Depuis leur création, il y a 3-4 ans, ils proposent des récompenses très, très importantes aux personnes qui utilisent leur carte de crédit avec un cashback de 3, 4, 5, 6% chaque fois qu'on fait un achat. On propose aussi plein de choses sans frais, comme par exemple quand on fait des dépôts chez eux. Ils étaient un peu les seuls à le faire. Donc maintenant ils sont en train de resserrer la vis. Mais on peut aussi dire qu'ils ont un peu fait n'importe quoi quand même ces derniers mois. Enfin n'importe quoi. Tout le monde en a entendu parler. Mais c'est à quel prix? Ils ont par exemple ils ont récupéré le naming du Staples Center de Los Angeles. C'est une des plus grandes enceintes sportives américaines et ça a coûté 700 millions de dollars pour les 10 prochaines années. Ils sont devenus sponsors de la Formule 1, ils sont devenus sponsors de la Coupe du Monde de football et du PSG récemment, pour à peu près 30 millions d'euros par saison. Bon, c'est sûr que quand le marché va un peu moins bien, peut-être que toutes ces dépenses de sponsoring elles sont peut-être allées un peu trop loin. Et donc, alors, suppression d'emplois chez Crypto.com, c'est pas les seuls, mais aussi moindre service désormais proposé aux clients. On parlait de déflation tout à l'heure, il y a une déflation de services là manifestement à venir chez Crypto.com, et du coup sans doute à venir une déflation ou une désinflation de leur nombre de clients. Ils vont en perdre des clients d'après vous? Eh bien, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de chiffres comme ça, mais on remarque qu'il y a quand même un certain attachement de beaucoup de clients. On l'a vu sur Twitter, des gens qui défendent corps et âme cette entreprise, et d'autres qui sont un peu dégoûtés parce qu'ils ont investi, ils ont acheté les tokens de Crypto.com pour bénéficier de leurs services et ils peuvent se sentir floués. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est que dans la crypto, souvent, pour bénéficier de services d'une entreprise, il faut acheter ces tokens. Et acheter ces tokens, c'est un peu comme acheter des actions finalement de cette entreprise. Donc, comme quand on achète une action, il faut se renseigner sur la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'elle est viable? Et là, ceux qui se sont bien renseignés sur Crypto.com ces dernières années, ils savaient vraisemblablement que quand le marché allait se contracter, il y allait avoir un petit problème et il fallait s'attendre à quelques petites réductions d'avantages. Voilà, et c'est pas parce qu'une entreprise a son nom et porte son nom sur l'un des principaux stades mondiaux, qu'elle est sponsor de la Formule 1, etc., qu'elle devient forcément très respectable. Attention, ce qui éblouit parfois aveugle. Jean qui rit et Jean qui pleure. Ceux qui pleurent, on les a évoqués. Et pendant ce temps, Binance, Jean qui rit plutôt, puisque Binance semble aller au contraire très très fort. Binance a actuellement 2000 postes, création de postes, propositions d'emploi ouvertes. Oui, son patron, CZ, justement, s'est fait un plaisir de rappeler qu'il y avait 2000 postes ouverts alors que tout le monde licenciait à tour de bras. En fait, Binance, on peut dire qu'ils ont une gestion très intelligente de cette crise parce qu'ils se sont pas amusés à faire du sponsoring massif de stades ou d'équipes de football. Enfin, ils s'affichent quand même sur le maillot de la Lazio de Rome, mais ça reste quand même relativement mineur. C'est plus que c'était. Oui. Voilà, exactement. Grégory. Exactement. Mais moi, c'est Marseille. Mais oui, donc c'est pas non plus énorme. Et en fait, là, ils commencent à peine à s'y mettre. On s'est vu, ils se sont offerts les services du TikToker, comment il s'appelle, Kabil Lam. Ils se sont aussi payés les services de Cristiano Ronaldo. Mais ça reste très conservateur. Et il faut dire que Binance, c'est le leader incontesté. Donc, ils ont moins besoin d'en faire des tonnes comme Crypto.com. Mais ça a marché quand même pour Crypto.com parce qu'ils peuvent prétendre maintenant à un nombre d'utilisateurs de 50 millions. Bon, je sens que la Lazio de Rome, ça semble éveiller Yorick sur ce que dit Grégory. Ce que décrit Grégory sur la différence entre Coinbase et Binance, c'est intéressant parce que, en fait, c'est le fonctionnement du capitalisme sain. C'est-à-dire qu'en période de crise, il y a une réallocation des actifs financiers et humains des acteurs les moins efficaces, les moins efficients, vers les acteurs qui servent le mieux le consommateur. Et c'est exactement ce qui se passe. Si Binance recrute, il va récupérer les compétences dont les acteurs les moins sains n'ont plus besoin. Et ça, c'est le capitalisme tel qu'il devrait fonctionner dans l'économie. En revanche, on voit souvent que dans des secteurs comme la finance, quand il y a des acteurs irresponsables qui ne se comportent pas bien, ils sont sauvés par la puissance publique, ce qui empêche ce phénomène de réallocation des actifs.
Et donc, Oui. il me semble que la différence entre ces deux secteurs est quand même assez frappante. Ceci dit, Celsius, il était question que Citigroup vienne au secours de Celsius, par exemple. Alors Citigroup, c'est les avocats de Citigroup qui conseillent Celsius Ah, d'accord. pour la restructuration, et les rumeurs, c'est qu'en fait Citigroup conseille à Celsius de faire faillite. Ah bon, d'accord. Voilà. Mais ce qui serait sans doute un bien pour l'écosystème en réalité. C'est pas souhaitable en soi, beaucoup en perdent beaucoup. C'est un canard trop boiteux, Ah, je ouais. pense que oui, c'est certainement mieux que ça s'arrête là, mais pour l'instant on n'en sait rien. Bon, et Yorick acquiesce plutôt. En France, ça recrute dans l'écosystème crypto, malgré la chute, malgré les difficultés. Ouais. Et oui, en fait, nous, nos fleurons se portent très très bien. Sorare devrait doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année. Là, il y a à peu près une cinquantaine de postes ouverts. Chez Ledger, il y a aussi pas mal de monde. Il y a 17 postes ouverts. Chez CoinHouse aussi, 23. Donc voilà, nos fleurons se portent très très bien. Et pourquoi ? Je pense que c'est parce que ces entreprises sont plutôt bien financées. Elles ont toutes levé beaucoup de fonds dernièrement. Donc elles ont profité du bull market. Et maintenant, elles peuvent mettre à profit toutes ces sources de financement pour passer tranquillement cette période un peu dure pour le secteur. Et la réglementation qui se profile va pas couper les ailes à tous ces recruteurs dans l'écosystème crypto. Je sais pas, Ledger par exemple, il faudra désormais mieux contrôler les transferts de fonds vers un Ledger. Ledger fournit de la technologie, donc Ouais. Ledger n'a pas de problème réglementaire. Et que ce soit CoinHouse ou les autres, ça fait partie des acteurs les mieux régulés en Europe. Donc pas de problème, ils ont prévu le coup en avance. Donc je pense que nos fleurons français sont bien placés. Les gros acteurs Yorick. déjà installés, ils peuvent même avoir intérêt à un durcissement de la réglementation, parce qu'ils ont les moyens de la respecter, alors que les concurrents potentiels, qui sont des petites startups de 3 personnes, n'ont pas les moyens. Et parfois, c'est ce qu'on voit dans le capitalisme de connivence dans lequel on est aujourd'hui, les gros acteurs demandent des réglementations, parce que c'est une manière de limiter la concurrence. On met une barrière un peu plus haute à l'entrée et on se partage entre soi un peu les bénéfices. Enfin bon, voilà. Bref, on aura l'occasion d'en parler 1000 fois. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. Yorick de Montbine, conseiller référendaire à la Cour des comptes, auteur de Bitcoin, Totem et Tabou, également de Comprendre le Lightning Network, peut-être un autre livre en vue, Yorick ? Ouais. Peut-être quoi ? Un autre livre en vue, éventuellement. Vous êtes... Alors là, il s'agissait de rapports pour un think tank qui s'appelle l'Institut Sapiens. Oui. Mais Bitcoin, Totem et Tabou, je l'ai lu, ça. Peut-être d'autres plus tard. Peut-être d'autres éventuellement. Bon, on verra. On va vous suivre en tout cas. Et on vous retrouvera également la saison prochaine au cœur de ce club BFM Crypto comme Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés en direct sur le plateau de BFM Business. Le CAC 40 est en ce moment en toute petite hausse. Wall Street fermé, les volumes sont faibles. Quelle perspective pour ce deuxième semestre en bourse ? Le club à suivre, ce sera dans moins de 2 minutes, juste après la pause. À tout de suite.